5 finales de championnat de France, une seule victoire, non pas grâce, mais à cause de mon mental. Enfin, il y a vraiment un lien entre physique, émotionnel et corps. Et en fait, si le corps est pas dans la bonne posture, tout l'influx des pensées, entre guillemets, va mal passer. Et on peut faire une surperformance un jour J alors qu'on n'était pas bien physiquement parce qu'on avait l'énergie pour emmener le corps. J'étais le mec humble, mais j'étais le numéro 2. Il n'y a pas de bien et de mal, c'est que ça dépend vraiment comment l'autre le perçoit. Parce que dès que l'on perçoit que notre objectif aura plus de bénéfices que d'inconvénients, eh bien on en devient esclave. Quand tu veux pas draguer des filles, tu trouves la femme de ta vie, tu penses que ça peut remplacer le travail d'un psy ou pas? Arrête, elle a pas envie de s'en sortir. Elle est bien en fait, elle est bien avec ses problèmes. C'est son choix en fait de mourir à 40 ans. Putain, en fait moi aussi je suis un connard. Le jour où ils obtiennent leur objectif, derrière ils ont la dépression qui arrive. L'euphorie est un symptôme qui t'indique que t'es pas prêt. Même si sur le papier t'es meilleur, ça veut rien dire. Bienvenue dans Corps et Esprit. Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier Et Flavio Guillonneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure. et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. On est hyper content de vous recevoir et aujourd'hui on a Pierre David avec nous. Tu vas pouvoir te présenter, tu vas pouvoir un petit peu nous expliquer qui tu es. Restez bien, c'est un épisode de ouf. On fera un e-book qui va récapituler un peu tout l'épisode que vous pourrez télécharger directement en description. Comme ça les gens peuvent t'écouter tranquillement sans prendre des notes. Avant qu'on commence, merci à Nutripreneur de sponsoriser cet épisode. C'est notre propre marque de compléments alimentaires faite en France et 100% naturelle. Les liens sont en description. Maintenant que ça c'est dit, Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis vraiment content d'être avec vous deux aujourd'hui. Écoute, tout le plaisir On est est pour trop nous. content aussi. On a 10 000 questions à te poser. Ok. Pour que les gens comprennent pourquoi on a autant de questions, peut-être que tu pourrais te présenter dans un premier temps. Ouais. Raconte-nous un peu tout. Le parcours depuis le début, je veux tout entendre. Ouais, alors du coup, donc Pierre le prénom, David le nom, vous avez le droit de faire l'inverse. J'adore ça. Dans tous tes livres, tu commences Je comme ne ça. voudrais pas, à chaque fois ça tombe. Du coup, moi je suis fondateur aujourd'hui de l'Académie de l'Haute Performance, donc une entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs, des artistes à être performants en compétition plutôt que de des fois passer à côté à cause du mental. Pourquoi mon parcours ancien sportif de haut niveau, donc 5 finales de championnat de France, une seule victoire, non pas grâce, mais à cause de mon mental. Moi le truc c'est que mon rêve c'était d'être en équipe de France de salle boxe française, j'étais tout le temps numéro 2. Et j'avais beau faire plein de choses à l'époque, il y avait de la sophrologie en équipe de France, de la préparation mentale classique, j'avais fait de l'hypnose, etc. Tout ça, ça m'avait aidé, mais j'arrivais pas à prendre ma place en fait. Et donc, après j'ai arrêté le sport, je suis parti méditer chez des moines, je me suis formé à l'école centrale d'hypnose, institut de neurosciences. Tout ça m'avait vraiment aidé. Mais pareil, le blocage était toujours présent. Et quand j'étais chez les moines, donc je suis parti 20 jours en méditation Vipassana. Pour ceux qui connaissent pas, c'est 20 jours sans lire, sans écrire, sans parler. 20 jours. Ouais, c'est dur. 20 jours, c'est chaud, hein. Ouais, j'étais bien au fond du trou, du coup ça aide à avoir la motivation pour partir 20 jours. Et en fait, au 14e jour, j'ai eu vraiment la prise de conscience en mode, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. En mode, j'ai compris qu'on était des êtres humains, on n'est pas que des êtres, pas que des humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, mais vraiment être humain. Et qu'il y a deux parties en nous. Une partie humaine qui est formelle, qui est matérielle. Humain, c'est humus, c'est la terre. Et une partie plus être, on sait pas trop ce que c'est, quoi. Une partie impalpable. Et qu'on était, en tant qu'être humain, on avait une identité. On va se dire, je suis ça. À chaque fois, je suis ceci, je suis cela. Et à un moment donné, ça allait nous limiter. Et donc là, ok, fort de ça, j'ai commencé à challenger mes premiers mentors en hypnose. Et du coup, je suis parti avec le docteur John de Martini me former, qui donnait à l'époque des cours à Londres. Et après, il y a eu le Covid, donc c'était en distance. Et là, en fait, sur une séance qu'il fait, c'était un week-end. Et là, j'ai un déclic. Et là, je me suis dit, mais attends, le blocage que je viens d'enlever là, c'est celui que j'avais en tant que sportif. Donc, je commence à faire mon truc avec un sportif, 2, 3. On teste, je teste les séances et au final, je joue un pattern en 5 séances. On met un programme en ligne. Et ce qui fait que pour certains sportifs qui ont ce type de blocage j'arrive pas à prendre ma place, au fond de moi, j'ai un rêve, mais j'ai du mal à tout donner le jour des grandes compétitions, là, on voit que le blocage, on l'enlève super vite. Genre, en 1 mois et demi, on voit que c'est fini, quoi. Et donc là, il y a les premiers champions du monde qui arrivent, genre en vétéran tout d'abord. Il y a Michel, je me rappelle, il voit une de mes pubs passer. À l'époque, c'était vraiment que mon storytelling, les publicités. Et il voit 5 finales de championnat de France, une seule victoire, non pas grâce, mais à cause du mental. Et il se dit, mais attends, le gars, il parle de moi, en fait. Lui, à chaque fois qu'il arrivait en finale de championnat du monde ou d'Europe en vétéran en judo, il perdait. Et il avait fait 2 ans de préparation mentale classique avec différentes personnes et tout.
Et il m'expose son blocage, je fais, oh bah, ça c'est bon, dans 1 mois et demi, tu l'as plus, quoi. Il faut, ok, on tente. Et en fait, en effet, en plus, il m'invite à Marrakech au championnat du monde et il fait champion du monde. Putain, incroyable, tu devais être fier. Hein. Et là, tu te dis, et là, moi, j'étais comme par hasard, tu vois. Des fois, tu te dis, j'étais dans les tribunes à ce moment-là et je me dis, ouais, bah, ok, je comprends pourquoi je devais perdre mes finales. C'était vraiment pour apporter quelque chose de nouveau à la préparation mentale en France. Et après, les champions, ça a défilé, quoi. Aujourd'hui, en 6 ans, on a accompagné plus de 1500 sportifs, entrepreneurs, musiciens, artistes. On est en Espagne, on a eu nos 200 premiers clients aussi en Espagne. Ah, Ouais, ce que tu trop m'as dit au bien. téléphone. Ouais, donc on pousse un peu sur tous les bouts et voilà, quoi. Donc ça se développe, quoi. Ça fait boule de neige. Et dans Trop quel bien. sport t'as été 5 fois finaliste? Parce que, enfin, nous on le sait, mais je crois que tu l'as pas Ouais. précisé. Ah oui, Boxe. c'était en savate boxe française. Ok. Donc voilà. Ouais. Trop bien. Et trop bien. Mais déjà, pour ceux qui nous écoutent, genre, comment tu pourrais résumer qu'est-ce que la préparation mentale? Peut-être que c'est un peu abstrait pour les Ouais. gens. Bah alors il y a là, je vais encore pas me faire que des amis. Vas-y, Mais nous, je on pense- On est là, avec nous toi. aussi, on est cash aussi. Je commence à avoir l'habitude. En gros, il y a la préparation mentale qui est pour moi ancienne génération, c'est-à-dire qu'on est à fond dans les outils, genre comment est-ce qu'on va motiver un athlète, Mm. on va faire de la visualisation, de la respiration, de l'auto-hypnose, etc. Mais ça, le truc, il est pas réglé en fait. Donc ça, c'est la préparation mentale classique. On va mettre des outils pour pouvoir mieux performer. Nous, on vient en mode, bah non, si tu as besoin d'outils, c'est qu'il y a un truc qui est pas réglé en fait. Donc nous, on vient travailler sur l'identité et on va faire en sorte que si en compétition tu es performant, si à l'entraînement tu es performant, en compétition, c'est pas normal que tu y sois pas. Mm. Et si t'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, c'est parce que t'es pas l'être humain Mm. qui peut manifester ce résultat. Donc être, faire, avoir. Ouais. Et quand je dis à un athlète, son rêve c'est être champion du monde, si je lui dis, vas-y, dis-moi à haute voix, je suis champion du monde, non, ça sonne pas. Et du coup, en fait, le corps n'a pas accepté l'objectif comme normal. Et tout ce qui est validé comme normal par le subconscient, il le manifeste sans effort. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut être champion du monde ou en tant qu'entrepreneur générer tel chiffre d'affaires, si on n'est pas capable de le dire à voix normale, en fait, comme si tu disais je m'appelle Flavien, il n'y a pas de charge en fait à ça. Eh bien, c'est que là, il y a une charge qui nous empêche tout simplement d'exprimer notre plein potentiel. Donc, le corps n'a pas validé l'objectif comme bien. Et donc, en finale, au moment crucial, on va trouver des stratégies inconscientes pour ne pas obtenir l'objectif. Ok. Est-ce que du coup, tu disais qu'il y a des gens qui te critiquaient parce que tu as ce côté peut-être. Enfin, moi je kiffe ce que tu racontes, je trouve ça hyper pertinent et très logique. Mais il y en a qui t'ont critiqué d'avoir peut-être ce côté un peu moins scientifique, ésotérique, en mode être, faire, avoir. Alors qu'en fait, ça fait sens, quoi. Bah, c'est ça. En fait, en ce moment, tu vois, il y a des, enfin, il y a des personnes qui disent, au début, j'avais quoi, 29, 30 ans à l'époque. Donc, il y a le petit nouveau qui arrive en mode, et ouais, c'est comme ça que ça doit se passer, tu vois, et c'est comme ça qu'on accompagne. Donc, forcément, ça challenge les gens. Et en effet, il y a des gens qui ont l'excuse bidon qui est, oui, mais ce que tu fais, c'est pas prouvé scientifiquement. Je leur dis, ok, mais les gars, déjà, on va remettre de l'ordre dans tout ça. C'est que la méditation, ça fait pas longtemps en fait que c'est reconnu scientifiquement. Pourtant, ça existe depuis des années. Ouais. Donc, Merci. comment fonctionnent les sciences cognitives, ou même les sciences sociales. Hein, en sociologie, on va voir la même chose. En psychologie aussi, c'est que en général, il y a un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire un phénomène qui sort de l'ordinaire pendant suffisamment de temps pour que des gens de la science se disent, attends, on va aller observer le phénomène. Ouais, c'est ça. Et du coup, la science vient après l'invention et rationalise en fait. Mais c'est pas la science qui a inventé la méditation, c'est pas la science qui a inventé l'auto-hypnose, l'hypnose. C'est la science qui est venue montrer pourquoi ça fonctionne et comment, quand on garde certaines choses et on suit certains process, on a certains effets. Donc nous, de manière pragmatique, on a un process qui est reproductible d'une personne à une autre sur un type de blocage particulier. C'est-à-dire qu'une personne qui est paumée, qui met pas trop de sens dans sa vie, là, on sait qu'on n'a pas de valeur ajoutée. Vaut mieux qu'elle aille voir un psy ou quelqu'un d'autre, on sait qu'on va pas être bon. Par contre, quelqu'un qui a un objectif précis, mais qui sent qu'il y a un grain de sable quand il y a la machine, là, on sait je pense qu'on est les meilleurs aujourd'hui sur le marché. On va très vite. Mais on a un process reproductible d'une personne à une autre. Donc, en ce sens, vu qu'on a un process, on est clairement dans pas une démarche scientifique en termes proprement parlé, parce qu'on n'a pas les équipes de chercheurs, mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est reproductible. C'est ce qu'on dit souvent avec Flavio, c'est que les études, c'est bien, mais qu'aussi, il y a le côté pratique de, regarde, oui, les études vont peut-être prouver certaines choses dans certains cas, etc. Et c'est très bien, parce que nous aussi, on a appris beaucoup de choses grâce aux études scientifiques, mais qu'il y a aussi le côté pratique, le côté où, viens, on essaie, viens, on teste sur des personnes, et que selon les personnes, ça réagit pas de la même façon, donc il faut trouver un peu le bon compromis.
Et du coup, ça fait la différence. C'est comme la relance métabolique. Tu sais, des fois, moi, j'ai des gens en perte de poids. Il faut leur faire manger plus pour perdre du poids. Il y a pas grand-chose qui soutient ça au niveau de la science. Par contre, ça marche depuis 5 ans. Donc, en fait, au bout d'un moment, les gens sont contents. Hein. Heureusement que je me suis pas fié à que ce qui est... D'ailleurs, même la science le contredit ça. Elle dit que c'est pas possible. Et d'ailleurs, oui, je comprends, mais ça marche, donc je fais quoi? Ça fonctionne, tu vois. Ouais. Donc non, c'est très vrai. Je vous conseille d'ailleurs, chers auditeurs, d'acheter ces 2 livres. Le premier, c'est lequel ton préféré des 2? Le premier... je sais que c'est question piège. Hein. Ouais, le premier, c'est Identité gagnante, qui est vraiment le bébé. Et après, il y a le Préparation mentale gagnante, qui est centré sur la méthode. Donc, si les gens veulent plus le côté philosophie et comprendre comment c'est arrivé, c'est Identité gagnante qui est à lire. Si on veut vraiment faire un zoom sur la méthode de dépolarisation, c'est Préparation mentale gagnante. On a commencé par Préparation mentale gagnante et on a kiffé. On l'a lu en 2 jours. Ouais, cool. Je pense que, d'ailleurs, on se l'est dit avec Meryl, on a dit, va falloir qu'on le relise, je pense. Ah oui, ça encore c'est possible. 2-3 fois parce que... tu lis une première fois pour assimiler les choses, tu comprends quelques concepts, puis après, si tu veux vraiment appliquer, tu dois repasser dessus aussi pour être sûr de bien voir les méthodes et tout. Et puis de faire les exercices. Et voilà, exactement. On les a fait, tu nous verrais des fois, on était en mode, bon, mais on prend cette situation, Meryl me disait, c'est quoi les avantages, les inconvénients, et on était vraiment sur la plage, tu vois, en train de faire, attends, j'avoue, là, oui, j'avais pas vu cet inconvénient et tout. Ah, trop bien. C'est vraiment hyper, et c'est vrai que du coup, tu désacralises, c'est ça en fait, tu désacralises un peu l'objectif et après tu libères les chevaux, quoi. Tu libères la bête. Ouais, c'est ça. Et t'as plus de pression, quoi. Parce que, tu vois, pour la petite parenthèse, c'était le côté dans l'entreprise, en termes de vente, c'était un peu moins bien. Et en fait, on a détecté que le côté négatif de faire plein de ventes, c'est que du coup, t'allais avoir plein de galères. C'est sûr, donc, fallait être OK avec ça. T'allais avoir plus de clients satisfaits et c'est jamais plaisant. Et en fait, juste, est-ce que t'es OK avec le prix à payer? Oui, non, on y va pas. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu vois, on se retrouvait à faire des exercices comme ça sur la plage et c'était trop bien. Donc trop cool. Ça fait plaisir. De toute façon, on en reparlera tout le long, mais avant de commencer, toi, à quel point tu trouves que le physique est-ce qu'il est plus important que le mental? Ou est-ce que le mental est plus important que le physique? Comment tu vois la chose? Alors, je sais pas si je les ordonne comme ça, parce que je pense que le corps, il est là et c'est important de pas l'ignorer. En fait, on a le corps qui est là et si on n'a pas la nutrition qui est là, le sommeil qui est pas là, il y a d'autres choses que j'oublie sûrement. Forcément, ça va créer des... Comment dire? Le corps ne va... Enfin, il y a vraiment un lien entre physique, émotionnel et corps. Et en fait, si le corps est pas dans la bonne posture, tout l'influx des pensées, entre guillemets, je schématise vraiment, va mal passer. Donc, si notre corps n'est pas bien, ça va influencer sur l'esprit. Et à l'inverse, si l'esprit n'est pas bien, ça va aussi influencer sur le corps. Donc, moi, je mets pas trop d'ordre là-dessus. Je pense que les deux c'est important de faire attention à l'extérieur, à ce qu'on mange, etc. Comment on s'entretient. Et c'est aussi important d'avoir ces pensées, ces émotions sur lesquelles on prend soin, quoi, d'enlever les interférences qu'on peut avoir. En revanche, quand on arrive en compétition, au niveau des sportifs de haut niveau, moi, ce que je vais leur dire, c'est que parce que c'est déjà des sportifs de haut niveau qui sont hyper bien entraînés, enfin, ils sont au maximum au niveau de leur capacité physique. Ce que je vais leur dire, c'est que moi, je préfère qu'ils arrivent à 95% près physiquement, mais à 100% mentalement, que 100% près physiquement, mais 95% mentalement, parce que sur la compétition, sur le papier, à choses égales, c'est vraiment, l'être, c'est l'énergie. C'est l'état d'être, c'est l'énergie. Et c'est vraiment l'énergie qu'emmène le corps. Et on peut faire une surperformance un jour J alors qu'on n'était pas bien physiquement parce que on avait l'énergie pour emmener le corps. J'ai un exemple là-dessus qui est Jessica en jet ski à Bras. Ça avait suivi juste Michel Comte. C'était la même année où je commençais en 2019. Enfin, j'avais déjà 1 an là-dessus. Et on bosse ensemble, elle n'a jamais fait de podium au niveau de jet ski à Bras. Et du coup, on fait pas de dépolarisation, elle aimait pas elle jugeait la première de l'époque sur l'arrogance, donc forcément, vu qu'elle percevait la première comme arrogante, eh bien, il y avait une partie d'elle qui voulait aller chercher le titre de championne du monde, mais l'autre partie, le corps disait, ah ben non, ça se fait pas, j'ai pas le droit, c'est arrogant. Donc, on enlève la charge là-dessus, et puis elle fait le process dans le programme qu'on a, Identité gagnante. 3 ou 4 semaines derrière, elle fait son premier podium, je crois, ou son premier titre. Et en fait, dans les 3 mois qu'on suivit, elle a gagné toutes les courses. Du coup, elle a fait championne du monde. Ah ouais. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle a fait championne du monde avec plus de 39,5 de fièvre. Elle était rincée. Genre, 1 semaine avant, elle pouvait plus s'entraîner. Ah ouais, comme quoi, c'est le mental. Hein. Et du coup, je me rappelle, c'était encore moi à l'époque qui faisait les séances. Je fais, OK, c'est quoi les bénéfices pour toi et tout. Elle fait, là, je vais pouvoir tester mon mental et tout. Et en fait, elle avait eu de la gratitude pour sa maladie, de voir jusqu'à quel point elle pouvait pousser
grâce au mental. Et finalement, elle finit la course première, elle gagne le titre de championne du monde, elle tombe du jet en sortant de l'eau. Et donc, c'est la preuve que même si le physique est pas là le jour J, alors qu'on peut pas faire ça sur la durée, bien entendu, mais avec le mental, on peut pousser le corps à se dépasser un petit peu. Incroyable. Mais justement, peut-être t'as parlé d'arrogance, de tout ça. Est-ce que tu peux un peu expliquer, c'est un peu le concept du coup de ta méthode, pourquoi là, du coup, d'enlever cette croyance d'arrogance, ça l'a aidé à la pousser. Comment les gens qui nous écoutent peuvent comprendre un peu ce que tu fais Ouais, du coup, pour les gens qui nous écoutent, le 80-20 en termes de croyances limitantes qui arrivent, c'est très souvent les gens qui jugent les autres, enfin, qui peuvent trouver des gens arrogants autour d'eux ou égoïstes. Ok. Moi, par exemple, à l'époque, j'étais en équipe de France, j'étais numéro 2, j'étais le mec sympa, j'étais le mec humble, mais j'étais le numéro 2. Et tu vois, je n'osais pas prendre ma place, que je tenais à cette étiquette de je veux être quelqu'un de bien, quoi. Oula, tu me parles. Le poulidor. Ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, le préparateur mental de l'époque, Victor, qui a écrit le préface de Préparation mentale gagnante, du coup, qui est le préparateur mental des équipes de France depuis 25 ans, qui m'a vu évoluer sur les réseaux sociaux et qui s'est formé chez nous. Aujourd'hui, il fait la dépolarisation avec l'équipe de France de sa boxe française. Incroyable. Et je me rappelle quand on a déjeuné ensemble à Lyon, il m'a sorti ma première séance de préparation mentale qu'on avait fait ensemble à Nancy quand j'étais en équipe de France en 2014. Et il m'a dit, c'est ouf le blocage que tu avais là. Aujourd'hui, je suis allé l'enlever, quoi. Et, c'est dingue. Et en fait, tout ce que, là, c'est vraiment le déclic que j'ai eu en méditation, c'est que la partie être, on est tout en nous. Tu vois, là, je peux choisir d'être le mec souriant, je peux faire la gueule, je peux être fou et balancer le verre. Tu vois, enfin, toutes les possibilités existent quelque part, en fait. Et qui je suis va être un choix maintenant à l'instant T. Sauf que quand je vais décider d'exprimer une facette de moi, eh bien, si je demande à 20 personnes autour de moi, tiens, tu me juges de quoi, tu me juges de quoi, tu me juges de quoi, on va voir qu'il y en a qui vont dire, c'est arrogant ce que tu dis. Je trouve ça assez intelligent ce que tu dis. Je trouve qu'il n'y a pas trop de sens, il n'y a pas de profondeur, c'est stupide. Et donc, on va voir que finalement, on est jugé de tous les traits de caractère en même temps, à chaque fois. Et donc, l'idée, c'est arriver à se dépolluer de ça en se réappropriant nos traits de caractère et de se dire, tu sais quoi, moi, je suis comme ça, mon objectif, c'est d'aller là-bas et de ne pas avoir peur de voir grand pour certains. Et en fait, et s'il y en a qui disent, mais attends, tu te rends compte, tu n'y arriveras pas et tout, c'est pas notre problème. Tu vois, je n'ai pas besoin que les gens valident que je suis quelqu'un de bien, parce que je sais que je suis et bien et mal à la fois, ou ni l'un ni l'autre. Et du coup, j'ai pas de charge par rapport à ça. Donc, tu vois, si on va vraiment sur l'étymologie de confiance en soi, on a confiance, c'est cum, et fiance, ça vient de se fier, et ça vient de la foi. Donc, la foi, c'est croire en quelque chose dans l'absence de toute preuve. Donc, la confiance en soi, c'est je crois en moi et je n'ai pas besoin de preuves pour ça. Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de preuves. Donc, à partir du moment que je récupère tous les traits de caractère et je vois qu'en moi, je suis et arrogant et humble, ça dépend juste du point de vue, et que je suis OK avec ça, j'ai pas besoin que les gens me soutiennent à dire t'es quelqu'un d'humble et tout. En fait, je m'en fous. Si quelqu'un me dit t'es vraiment quelqu'un d'humble, tu dis oui, ok, merci. T'es vraiment arrogant, ok. Si tu le dis, il y a pas de charge, tu cherches pas à te justifier en fait. Okay. En fait, c'est vraiment une question de perception, qu'il n'y a pas de bien et de mal. C'est que ça dépend vraiment comment l'autre le perçoit et comment toi t'as envie de pas de montrer, dans le sens où t'as un objectif, si ça c'est bien pour certains et d'autres c'est arrogant, tant pis, tu vois, toi t'as ton objectif et tu fonces, quoi. Ouais. Et je pense que c'est très aussi occidental, tu vois, ce côté j'ose pas être premier. Parce que en fait, quand je t'écoutais parler, je repensais au concept presque de la religion catholique, tu vois, qui pourtant moi je suis croyant, mais tu vois, il y a ce côté un peu soit bien, soit humble, soit pas arrogant. Non, vise pas le premier, tu vois. Ouais, alors ça dans la Bible, là, tu l'as vu ou tu l'as? Oui, mais c'est ce qu'on t'enseigne, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, il y a vraiment une différence entre les écrits et la différence entre ce qui est enseigné. Tu vois, moi, autant j'ai vraiment une croyance dans les religions en tant que telles, mais je crois moins dans le système religieux. Très intéressant. Tu vois. Très intéressant. Parce qu'il y a ce que tu lis, il y a comment ça a été modifié après. Et comment ça a été transformé et comment c'est inculqué. Et donc, à partir de là, quand tu lis la Genèse ou d'autres choses, en fait, je vois pas, en fait, où ils disent, faut être comme ça, tu vois. Donc... ok. Ouais, donc il y a l'approche systémique et l'approche plus... Un coup, je me rappelle, j'étais allé à Lourdes et c'était écrit en entrant, heureux sont les pauvres, tu vois.
Oui. Et derrière, tu avais la carte bancaire sans contact partout. Tu vois, je dis, les mecs, pas mal quand même. Et en fait, si tu regardes la phrase originale, c'est heureux sont les pauvres d'esprit. Oh. Ouais. Tu vois, Ouais. et du coup, forcément, la condition, alors ça n'a peut-être pas été fait pour ça, attention, mais c'est juste que ça m'a questionné et je mets vraiment ce que je dis à chaque fois est juste comment je les réfléchis, c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, moi, ça m'a questionné sur le fait de pourquoi ils sont pas allés au bout de la phrase, tu vois, et le conditionnement à heureux sont les pauvres. Pauvre d'esprit, ils entendent ça dans quel sens en plus Ça, je sais pas, là, je suis pas allé. Genre un peu un imbécile heureux, quoi. Bah, ouais, je l'ai vu comme ça, tu vois. Moi, je la vois comme ça aussi, en mode quand tu sais pas, des fois. C'est vrai que quand tu sais pas, c'est mieux. Quand tu sais pas, t'as pas mal. Ouais, quand tu sais pas comment créer des compléments ou accompagner des gens, innocent, t'as moins de problèmes, tout va mieux, quoi. C'est ce qu'on disait avec mes potes à l'époque. S'il y en a un qui s'est trompé, on disait si tu le sais pas, t'as pas mal. Ouais. Comme ça, c'est. C'est terrible. C'est vrai que tu peux vite avoir des conditionnements selon comment tu perçois les choses, comment tu t'interprètes les choses et tout. Et c'est vrai que ça se trouve, toi, tu t'es dit ça parce que quelqu'un l'a mal interprété, ou ça se trouve, comme tu étais jeune, tu l'as interprété d'une certaine façon, et qu'au final, c'était pas la bonne chose. C'est vrai que ça dépend. Quand tu écoutes les discours du pape, c'est contentez-vous d'eau et de pain et d'amour et d'eau fraîche. Et c'est vrai que tu te dis, bah attends, je comprends pas. Moi, j'ai bien envie d'aller chercher la lune avec ma boîte. Comment ça, d'amour et d'eau fraîche? C'est compatible, tu vois. Alors là, exactement. Tu vois, quand justement, t'as Moïse, il traverse le désert et à un moment donné, ils ont faim et t'as de la manne qui tombe. Et en fait, la manne, c'est vraiment la nourriture spirituelle. Donc, dans les faits, ça me dérange pas. C'est-à-dire que le monde matériel, au final, on n'en a pas vraiment. On en a besoin pour évoluer, mais c'est pas là où entre guillemets il faut même si j'aime pas dire il faut, ou c'est pas là où il faut s'accrocher. C'est plus, par contre, t'as vraiment la partie finie qui est le monde matériel. Du coup, t'es content, tu veux t'acheter plein de choses et tout, mais sauf que tu te rends compte à un bout d'un moment que ça te rend pas heureux. T'as une décharge de dopamine quand tu l'as, quand t'as ta médaille et tout, mais après ça te rend pas heureux. Pourquoi? Parce que l'avoir, le matériel, ne peut pas combler l'infini. Mais oui. Tu vois, et l'être, c'est l'infini. Et par contre, si tu es connecté à ta mission dans ta boîte et de vouloir chercher la lune, mais que c'est la mission qui t'inspire, tu vois, inspirer, in spirit, le souffle étant dedans, bien là, au final, là, tu te nourris de ça, en fait. Tu te nourris de cette partie spirituelle de ta boîte. Et le résultat matériel, finalement, c'est du bonus, mais tu te dis, bon, au final, c'est pas, tu vois, c'est pas le truc qui te fait le plus kiffer, quoi. Tu l'as, ça t'excite sur le coup, tu fais, yes, j'ai atteint l'objectif, mais ok, c'est quoi le prochain, quoi. Ouais. T'as séché tout le monde, là, je pense. Et un coup, un de mes séminaires, des fois, je le fais 2-3 fois par an, des petites soirées d'initiation, et j'en ai fait une, donc on fait une soirée d'initiation de dépolarisation, et il y avait un rabbin qui était là. Il y avait un rabbin, et il prend un collapse, il voit vraiment l'ordre dans le chaos, quoi. Et à la fin, il fait, mais c'est dingue. Il fait, en fait, la dépolarisation, c'est le côté pratique de ce que moi j'enseigne. et du coup, ça m'avait fait sourire. Mais c'est vrai que moi, quand je lis, par exemple, si tu lis vraiment la Genèse, il y a un livre qui est la Cosmogonie de Moïse, de Fab d'Olivet, qui est un livre où il reprend vraiment avec le point de vue symbolique. Il reprend la Genèse avec un point de vue symbolique. Il est assez hard, ce bouquin, mais il est vraiment cool. Et en fait, tu te dis, en fait, ce qu'on fait avec la dépolarisation, ça suit cet ordre-là, sans le faire exprès, mais ça suit cet ordre. Ok. Donc c'est... Ok, donc déjà, pour se préparer mentalement, c'est vraiment ne pas se rendre compte ne pas se préoccuper du regard des autres, de ce que les gens pensent. Première chose, ouais. Et on a vu aussi la notion de prix à payer dans ton livre. Ouais. Très intéressant. Ouais. Peut-être que tu peux expliquer un peu. Ouais, bah justement, ça revient à juste ce qu'on vient de dire avant, c'est on se détache du résultat. C'est-à-dire qu'on voit que il y a le résultat. Alors, ouais, non, on se détache du résultat d'une chose. Donc, pour être bien, c'est je me détache du regard des autres. 2, du résultat, parce que je valide que le résultat, c'est juste une étape. Et derrière, finalement, il y aura autre chose. Et ensuite, le prix à payer, ça, c'est très important. Parce que dès que l'on perçoit que notre objectif aura plus de bénéfices que d'inconvénients, eh bien, on en devient esclave. Et donc, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, qui arrive en boucle. Et donc là, c'est important. Et ça, les entrepreneurs, ils le comprennent très, très bien. Les entrepreneurs, franchement, je pense que c'est la séance qui leur parle le plus, c'est le prix à payer. Parce que quand tu es entrepreneur, des fois, tu vas courir après des clients et ramener du chiffre, mais tu vois pas le prix que ça te coûte, en fait. Et tu vois que ça se trouve, tu avec des clients, mais tu n'as pas envie de bosser avec eux. Ouais. Ah oui. Ou t'as des gens qui sont hyper relous, etc. Et moi, je me rappelle d'un entrepreneur, c'est pas pareil dans les débuts, c'est là, je pense, où ça m'a le plus marqué. En 2019 aussi, où j'ai un gars, il fait, quand tu vois le prix à payer avec certains clients, il fait, en fait, l'argent que ça me rapporte par rapport à ce que ça me coûte,
Je les vire, quoi. Enfin, j'arrête de bosser avec. Et là, tu reprends ton leadership. Parce que tu vois que finalement, tu vas pas te soumettre aux gens, tu vas pas être leur esclave et tout. Et tu dis, en fait, je fonctionne comme ça, soit tu rentres dans le moule, soit tu rentres pas dedans. Ouais, c'est ça. Et c'est OK. Et du coup, pour les objectifs sportifs, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand nous, on regarde, je vais aller chercher une médaille olympique. OK, c'est quoi le prix à payer à court terme, moyen terme, long terme? Et alors, quand tu dis ça, forcément, un athlète, au début, quand tu dis c'est quoi les inconvénients à prendre une médaille, il fait Ouais. il n'y en a pas, c'est fou, si je loupe ça, je rate ma vie. Et du coup, quand on regarde 20, 30, 40 inconvénients à prendre une médaille, d'un seul coup, la pression elle lâche. Et il se dit, tu sais quoi, j'y vais. Et si je l'ai, je l'ai. Si je l'ai pas, je l'ai pas, en fait. Et paradoxalement, c'est parce que je m'en fiche d'obtenir le résultat que je l'attire encore plus. C'est toujours comme ça. Quand tu penses pas à l'argent, tu l'attires. Quand tu veux pas draguer des filles, tu trouves la femme de ta vie. C'est ça. Tu vois, c'est super intéressant. Voilà, on parle souvent dans le développement personnel du lâcher prise. Pour moi, ce qui permet d'accéder au lâcher prise, mais de manière pas mentale, mais dans le corps, c'est vraiment tu prends le prix à payer. Mon objectif, il est là. Je note 50 inconvénients à obtenir l'objectif, 50 bénéfices si je l'obtiens pas, jusqu'à temps que mon système nerveux il lâche et il voit que dans tous les cas, ce sera parfait. Et hop, mais bizarrement, t'es dans le lâcher prise. T'as l'intention d'y aller, t'as l'intention de tout donner et de devenir le meilleur possible dans ce domaine-là. Et ensuite, le résultat, il arrive pas, c'est OK. Donc, 50 inconvénients à l'atteindre, 50 bénéfices à pas l'atteindre. Ouais. Et aussi 50 bénéfices inconvénients à rester dans la situation actuelle ou pas? Non, ça, on le prend pas parce que, en fait, ce qui se passe, alors à chaque fois, pour ceux qu'on lu le livre, il y a une diagonale comme ça. Oui. Et en fait, on est conscient, déjà mentalement, tu veux l'objectif parce que tu es conscient des bénéfices si tu l'obtiens. Donc, tu es conscient aussi des inconvénients si tu l'obtiens pas. Donc, nous, on travaille sur l'anti-mémoire. On va travailler sur les inconvénients à obtenir l'objectif et sur les bénéfices à pas l'obtenir. On va travailler sur les deux angles qu'on voit pas. Ok, non, c'est très clair. Okay. J'ai très bien compris. Et ça, du coup, aussi. même si t'es pas sportif de haut niveau, la prépa mentale là, de la haute performance, ça peut jouer justement là-dessus sur nos résultats de compète ou quoi. Ouais, carrément. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que moi, vu que je viens du sport de haut niveau, je communique beaucoup sur les sportifs de haut niveau. Mais aujourd'hui, 90% de nos sportifs sont pas de sportifs de haut niveau. Ce sont des sportifs amateurs qui aiment leur sport et qui ont envie de vraiment performer. On va avoir des artistes, musiciens, militaires. Ouais, on a quelques-uns, des gens pilotes qui ont d'avion de conscience chasse. qu'il y a des objectifs, etc. C'est ça. Nous vraiment, c'est les entrepreneurs. Nous, c'est vraiment des gens qui ont un objectif et qui sentent que je fais tout. Tu vois, je m'entraîne, je fais tout correctement. Et pour autant, le jour J, je passe à côté. Ça va être l'étudiant qui est très bon en cours, mais le jour des examens, il passe à côté. Parce qu'il se met la pression, il oublie limite sa mémoire, elle flanche et. Ok, ouais. C'est intéressant. Ouais, ou les oraux. Je pense que le nombre d'étudiants brillants qui se sont plantés aux oraux d'une école. Et même pas que des étudiants, même je pense qu'il doit y avoir des entrepreneurs qui, pareil, sur des conférences, ils se foirent complètement ou devant des investisseurs ou de machin parce qu'en fait, ils sont stressés. Traders aussi, on a des traders, en effet. On a des traders parce que eux, le mental, c'est important. Ouais. Si tu flanches. Ouais. Ma dernière soirée d'initiation, j'avais un trader qui était là et on en a dans le programme, en effet. Et tu penses que ça peut remplacer le travail d'un psy ou pas? Alors, je pense qu'on est complémentaires. Okay. Je pense qu'on est complémentaires. En fait, ça va dépendre. Moi, je pense qu'on travaille d'une façon différente. Je connais pas assez ce que font les psys. Ça dépend tellement des psychothérapies en vrai. Mais en tout cas, moi, j'ai quelque chose d'assez, encore une fois, pragmatique. C'est-à-dire que si t'as En fait, moi, je travaille... C'est ce que je dis. Tu sais, des fois, j'ai des athlètes qui ont leur psy et qui travaillent avec nous à côté. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, avec vous, on sait qu'on va résoudre le problème vite. Avec le psy, on va être écouté. Tu vois, moi, je suis pas là pour écouter les gens. Je suis là pour enlever un problème spécifique rapidement. Oui, okay. C'est ma valeur ajoutée, elle est là et c'est ce que j'aime parce qu'intellectuellement, c'est stimulant, etc. Donc voilà, si on veut résoudre un problème spécifique et on a fait du psy pendant 1 an, 2 ans et on n'a pas résolu ce problème, peut-être que là, on peut se tourner vers autre chose. Se dire, OK, je tente. Si on a juste envie d'être écouté et pas évoluer, peut-être que le psy suffit. Tu vois, enfin, nous, des fois, dans les gens qui viennent à l'Académie de haute performance, c'est que on les a fait rentrer et on n'aurait pas dû. Il y a des gens, ils font 1, 2 séances. C'est trop violent, je pensais pas. Et à chaque fois, moi, j'ai des coachs qui passent par ma responsable pédagogique et j'ai un feedback et je leur dis, bon, laisse tomber, en fait, arrête, elle a pas envie de s'en sortir. Elle est bien, en fait, elle est bien avec ses problèmes. Elle est peut-être pas dans les niveaux de conscience de la pyramide
sais, la pyramide des niveaux de conscience, elle est peut-être pas assez Ouais, avancée et du coup, elle est pas Ouais, et prête, puis elle a pas envie. En fait, t'as des gens qui sont bien avec leurs problèmes. Mm. T'as des gens qui, leur problème est, tu sais, on bouge, le système nerveux, il va bouger que pour fuir la douleur ou aller vers le plaisir. Si la personne, elle a pas assez de douleur à être là, et elle voit trop de bénéfices cachés, bah, elle a aucune raison de s'en sortir. Ouais. Genre comme une addiction au sucre. Je Ouais. reviens sur le thématique de la nutrition, mais c'est ça, Anna, tu sais de l'extérieur, tu dis il y a quelque Bah chose oui. à se bosser, mais il voit pas le problème et du coup il reste accro au sucre. Donc, 5-10 ans. enfin, j'ai des exemples comme ça dans la tête où les gens, ils sont dans une situation qui, a priori, est catastrophique, mais quand tu regardes tous les bénéfices pour eux, tu vois, bah, ils sont bien, en fait. Ils sont dans leur truc. Mais t'as quelque chose pour leur apporter le déclic quand tu dis factuellement, bon, cette personne doit perdre 50 kilos, sinon bah, il va mourir à 40 ans. Bah, c'est son choix, en fait, de mourir à 40 ans. Eh oui, putain. Ouais. Tu vois, moi, je suis pas un sauveur, en fait. Ouais, Et t'es là pour aider les gens qui ont vraiment envie de. j'aide les gens. Et du coup, quand il y a des gens qui viennent avec des gros trucs en mode, faut inculquer aux gens, c'est important qu'il fasse ça, faut lui dire qu'il a pas, enfin, qu'il vive plus longtemps et tout. Bah ouais, mais je suis qui pour dire à quelqu'un, pour motiver quelqu'un à vivre plus longtemps, tu lui dis une fois, deux fois, trois fois le message, après les gens, ils sont assez grands pour prendre leurs responsabilités. Oui. Tu vois, Non, mais oui, factuellement, t'as raison. moi, je rentre pas dans les dogmes de surprotection des gens parce que forcément, les gens, en plus, il y a certaines personnes, du coup, ils vont créer un esprit de contradiction. Bah, tout le monde me dit de maigrir, bah tiens, Ouais. fuck, Ouais. moi, je bouffe et je vous emmerde, tu vois. C'est vrai Ouais, que ça ça- arrive souvent, ça. Tu vois, moi, ça m'est arrivé. Quelqu'un de proche du coup dans ma famille qui mange beaucoup et tout, qui aujourd'hui peut plus se lever parce qu'elle est tellement en surpoids qu'elle peut plus se lever, et tout le monde se force à donner de l'énergie en mode il faut que tu fasses ça, nanana, et elle s'en fout en fait. Et moi, en faisant un collapse sur elle, une dépolarisation, je vois que finalement bah elle se plaint pas, hein. Elle se plaint pas, elle a tout le monde à son chevet, elle a vraiment tout le monde à son service, elle mange ce qu'elle a envie. Et du coup, les gens viennent à elle, elle a pas besoin d'aller vers eux. Oui, alors, non, c'est vrai que c'est oui. Elle fait un choix à un niveau inconscient, ou conscient, je pense, pas que ce soit conscient, mais à un niveau inconscient, elle fait son choix. Et donc, si la personne ne voit pas plus d'inconvénients que de bénéfices pour s'en sortir, ce que peut faire, je me rappelle, bref, j'avais parlé avec un de mes mentors là-dessus sur des séances d'hypnose au début où j'avais été challengé. Et il y avait une personne qui arrivait pas à marcher aussi. Et moi, je lui ai donné un exercice du type, OK, vous mettez 50 bénéfices à remarcher, 50 inconvénients si vous ne remarchez pas. Et en fait, elle avait pas voulu le faire, la dame. Pourquoi? Parce que quand en hypnose, elle avait vu à l'époque que si elle remarchait, bah, va falloir rechercher un travail et tout. Ça fait des années qu'elle fait pas. Elle avait commencé à pleurer. Il y avait eu des peurs qui étaient revenues. Et oui. On oublie, en fait, on ne pense pas à tout ça parce que toi, quand tu marches et que tu as un physique, je sais pas, qui te plaît, tu te dis tout le monde veut ça. En fait, Ouais, non. Et ça, c'est le plus dur à, tu vois, ça, c'est le plus dur à comprendre que tout le monde veut pas vivre jusqu'à 100 ans en pleine santé. Tu vois. Parce que pour toi, la pleine santé, c'est important pour toi. Et du coup, vu qu'on projette naturellement nos valeurs hautes, donc vu que tu perçois que la pleine santé, c'est important pour toi, tu penses que, enfin, on projette que pour tout le monde, ça devrait être important. Et on comprend pas pourquoi ça ne l'est pas. Tu vois, pour moi, par exemple, la dépolarisation, c'est le truc hyper important. Je me suis cassé les dents avec des proches au début, maintenant, j'en parle plus. Mais pour moi, à chaque fois, les gens, ils devraient trouver que ce qu'ils jugent chez l'autre, en fait, c'est ce qu'ils jugent chez soi et tout. Ah putain, c'est la prochaine question. C'est ma projection, en fait. Et pour moi, à l'époque, c'était tout le monde devrait être comme ça. Et quand j'avais un copain qui se fait larguer, j'étais là en mode, j'avais envie de lui montrer les bénéfices, mais il était pas prêt à l'entendre. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, t'acceptes que je suis un être humain unique avec mon système de priorité qui est unique. Je montre ce qui est possible de faire et les gens suivent, ils suivent. Et les gens qui suivent pas, je vais pas forcer pour les mettre dans le bateau. Tu vois, venez quand vous êtes prêts, en fait. Okay. Et des gens qui pleurent, non, pendant les séances, quand ils se rendent compte d'un truc, non? Ouais, ça, bah ouais. Imagine, ça fait des années que t'as un blocage. À la dernière soirée d'initiation que j'ai fait à Lyon la semaine dernière, du coup, il y a une dame, c'était, donc on fait la partie première, mon papa, en gros, c'était un tyran. Et du coup, on fait la première partie, quand est-ce que toi, t'exprimes le même trait de caractère? Première partie de la dépolarisation. Là, OK, il y a des choses qui se passent. On arrive sur la dernière partie. Et du coup, là, on passe sur la dernière partie et je dis maintenant, on va regarder c'est quoi les bénéfices pour vous que celui que vous jugez en premier était comme ça. Donc, elle était à côté de moi. Donc, je sais pas, tiens, exemple. C'est quoi les bénéfices pour toi? Là, ça a été coup de bol. Ça se passe rarement en 2 minutes comme ça. C'est quoi les bénéfices pour toi que ton père était comme ça? Franchement, à un moment donné, j'ai dit non. OK, c'était quoi le bénéfice que tu dis non? J'ai fait ça. Et du coup, c'est lui qui m'a aidé.
parce que là-bas, c'était je dois l'aider sans qu'il me demande. Et grâce à ça, en gros, j'extrapole, mais au final, c'était j'ai créé ma vie de rêve. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est grâce à ton père qui était comme ça, au final, alors tu connectes les points, au final, tu as créé ta vie de rêve. Et là, paf! Et là, ça te fait quoi de voir ça? Et là, ça m'a pleuré. Bah oui. Et si t'avais ton père en face de toi, tu lui dirais quoi? Bah merci. Ok, bam, fini. Ouais. Aucune thérapie n'est terminée tant que cause n'est pas égale à effet. C'est quoi la différence que tu fais entre ton programme et là tes soirées? Soirée, c'est genre tu fais venir 20-30 personnes. Ouais. Ouais, Ok. c'est ça. En gros, le programme, c'est vraiment les programmes d'accompagnement. On a Identité gagnante, entreprise pleine de sens pour les entrepreneurs qui ont des équipes, où là, les gens viennent se faire accompagner pendant 3 mois vraiment en individuel. Ensuite, ils ont 1 an de coaching de groupe qui est offert. Et il y a un programme en ligne. Et autrement, les soirées comme ça, c'est plus des gens qui hésitent un peu, ils sont encore un peu sceptiques, où là, on prend les gens plus par 15, 20, et on leur fait une initiation à dépolarisation. Alors, on leur dit ça va peut-être pas faire les mêmes effets qu'en séance individuelle, mais très souvent, 90% des gens ont un collapse, quoi. C'est vraiment une initiation. Et tu fais passer tout le monde? Ouais. Ah ouais, elle est longue la soirée. Ouais, elle dure 3 bonnes heures, mais après on fait pas la séance. Oui, bien sûr. On fait pas la séance complète dans les détails comme en individuel. Oui. Ça, les gens sont briefés. Mais par contre, le but, c'est quand même qu'ils observent ce que c'est d'avoir un collapse, c'est-à-dire d'avoir un changement de perception et de sentir que dans le corps, il y a quelque chose qui s'est passé. Ok. Mais c'est marrant parce qu'on avait une question qui venait juste après, Ouais. je t'en prie. Justement, comment t'expliques que ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est notre propre reflet? Alors, comment je l'explique? Je sais pas comment je l'explique. Mais en tout cas, nous, on va partir du principe que le monde est notre miroir. Ok. Et du coup, on va se mettre des étiquettes de je suis comme ça. Et donc, si je dis, je sais pas, je suis quelqu'un de gentil dans la vie, je veux pas être quoi? Quelqu'un de méchant. Normal. L'un va pas sans l'autre. Et donc, bizarrement, je vais attirer le même type de personnes, situations, circonstances en boucle qui vont juste être là pour me montrer, toi aussi t'es comme ça, toi aussi t'es comme ça, toi aussi t'es comme ça. Donc, la personne qui est, par exemple, si on revient au niveau du sport, qui le jour J n'arrive pas à tout donner et est tout le temps sur les marches du podium ou sur le podium mais jamais première, ça se trouve, très probablement, elle n'aime pas les gens arrogants. Et donc, là, elle voit tout le temps ces personnes-là, mais ces personnes-là sont juste là pour lui montrer, toi aussi, en fait, va voir cette partie-là quand est-ce que tu l'exprimes déjà, accepte-la et tu verras que tout va bien se passer derrière. Tu vois, par exemple, avec une athlète, je me rappelle, qui a été médaillée aux Jeux à Tokyo, elle aimait pas les gens arrogants. Ok, donc quand on a regardé, ok, factuellement, c'est quoi arrogant? Trouve-moi quelqu'un qui est arrogant. Ah bah la première, ok, elle est arrogante. Enfin, c'était même pas la première, c'était une concurrente d'ailleurs d'un autre pays. Elle est arrogante. Ok, factuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah, si on regarde dans les faits, elle dit qu'elle va gagner. Ça, c'était le fait. Elle a fait, ouais, mais tu te rends compte, tout le monde s'entraîne et tout, c'est quand même pas normal qu'elle dise ça. Ok, quand est-ce que toi, t'exprimes ce trait de caractère-là? Elle fait, jamais. Pourquoi? Parce qu'elle réfléchissait au niveau international. Et moi, je lui dis, attends, regarde au niveau régional, départemental, régional. Elle fait, ouais, au niveau régional, en effet, quand j'arrive en compète, je dis, j'ai gagné, quoi, mais normal. Ouais. Je fais, ok, est-ce qu'il y a des gens qui s'entraînent avec toi qui doivent se dire, c'est ouf qu'elle dise ça, elle a confiance en elle et tout? Ah ouais? Ah putain, je l'avais pas vu comme ça. Ouais. Donc, à son niveau, elle peut être perçue comme arrogante, alors que dans les faits, elle dit juste qu'elle va gagner. Mais pour elle, c'est pas de l'arrogance à ce moment-là, c'est normal. Non, c'est la Parce que numéro du une. coup, elle C'est est numéro la une. plus forte. Donc Exactement. oui. Et du coup, quand on s'est réapproprié le trait de caractère, du coup, en regardant les bénéfices, etc., hop, elle se met à aimer. Parce qu'au début, elle se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est vache pour les autres et tout, la honte. Du coup, on a le process bénéfice-inconvénient. Et là, à un moment donné, il y a une réalisation en mode, waouh, mais en fait, j'ai le droit d'être comme ça. Donc, tu vois, il y a vraiment une autorisation, j'ai le droit. Et vu qu'elle fait là, et elle voit dans le passé sur 2-3 fois où elle l'a fait et que c'était OK, quand on la projette dans le futur, elle voit qu'elle a le droit de le faire au niveau international. Ouais. Et au niveau international, bizarrement, ça se débloque. Ça, c'est fou. C'est un peu comme, je sais pas, j'essaie de prendre un autre exemple. Tu veux un peu d'eau en plus? Parce que je sais que. S'il te plaît, ouais, j'ai la gorge sèche. C'est par exemple, tu vois, je sais pas, un entrepreneur qui trouve que. Enfin, non, un salarié qui trouve que son patron Merci. est super arrogant. Ouais. Et en fait, lui, dans sa vie perso, il est arrogant, mais lui, il s'était dit, mais non, moi, dans la vie pro, je suis pas arrogant, mais il est dans la vie perso. Et en fait, il avait pas vu sous ce prisme, et du coup, ça vient faire un. Ouais, exactement. Ok. C'est ça. Et du coup, hop, ça vient se libérer. Ok. T'as vu, je suis instructeur. Non, tu formes des instructeurs, du coup, c'est ça? Ouais, du coup, ça, c'est le deuxième programme où justement, on a des gens qui viennent se former. Là, on est sur 5 mois où les gens viennent se former à la dépolarisation. Ok. Donc, t'as un. Ok, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais.
Ok, c'est carré. Mais ouais, c'est ça, ce trait de enfin, ce truc de. Il y a quelque chose, c'est les gens que j'aime pas, donc c'est quelque chose en moi. Ouais, tout le temps chez nous. C'est quand même on une essaye big révélation. Hein. Ouais. Ça met une claque. Ça fait quelques mois que j'avais déjà vu ce concept, mais tu sais, des fois, je me dis, attends, je sais pas, lui, il est arrogant et tu sais, c'est un vrai travail de se dire. Du coup, maintenant, j'essaie de me dire, attends, si j'aime pas, c'est qu'il y a quelque chose chez moi que j'aime pas aussi. Ouais. Et tu Bah, cherches. tu vas voir quand est-ce que tu exprimes la même C'est chose. ça. Mais c'est là où il y a un vrai travail aussi à faire de. Quelque part, bravo à tous les gens qui le font parce que ça accepte quand même de se mettre à nu, quoi. Ouais. Parce que tu dis clairement, ok, ce mec m'énerve parce que moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à faire. Donc, il y a plus d'ego, il y a plus rien. Ouais. Et je me dis, il y a tellement de gens qui seraient incapables de. Ah, mais il juste y a remettre ça plein en de gens, question. c'est trop dur pour eux, en fait. Et du coup, c'est pour ça que nous, on bosse qu'avec les gens. On leur dit, là, avant de commencer le programme, on leur dit, écoute, la première séance qu'on va faire, c'est pas cool, en fait, parce qu'on va dans les zones d'ombre. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ce travail? On n'est pas chez le psy. C'est-à-dire qu'on va pas t'écouter, on va juste suivre un process de manière carrée de questionnement qui font qu'à un moment donné, tu vas te libérer. Par contre, ce process de questionnement-là, il est chiant. Tu vois, on les brief. Et du coup, ils disent, ah bah, c'est pas trop vendeur. Ouais, mais c'est efficace. Tu vois, au début, sur les soirées d'initiation, vu que j'ai celle-ci en tête de la semaine dernière, je leur dis direct, en fait, OK, on va partir pour 3 heures. La première heure, c'est la moins cool, en fait. Et vous allez voir que vous allez avoir un down niveau énergétique en mode, ça me fait chier, j'ai envie d'arrêter. Bah, on continue. Bah oui, parce que du coup, ouais, tu comment dire, t'assumes des vérités et Bah ça ouais. fait mal. Et tu vas voir tes zones d'ombre. Ouais. C'est-à-dire que quand tu dis, mon père, il m'a tout le temps imposé ce que je devais faire, et quand on dit, bah, quand est-ce que toi tu fais la même chose, et que la personne dit jamais, quand est-ce que toi tu fais la même chose, et là elle en trouve 1, elle en trouve 2, elle en trouve 3, elle en trouve 4, et elle voit que dans le domaine de vie, elle le fait. Vraiment souvent. Elle se dit, putain, en fait, moi aussi je suis un connard. Ouais. Tu vois, la réalisation, elle est. Ouais, elle fait mal. Ouais. Et du coup, après, on enlève la charge associée à ça pour être libéré par rapport à ça. Et bizarrement, dans le futur, ça se libère. Et ça va vite. Ouais, ça peut aller vite, en fait. Ça va très vite. C'est ça qui est bluffant, c'est que moi, t'accompagnes des gens qui traînent un truc depuis des années, même chez les entrepreneurs qui cherchent depuis des années à trouver un autre truc et tout pour pouvoir scaler. Et tu leur fais le collapse. Ils ont une réalisation. Dans les semaines, les mois qui arrivent, tout commence à rouler, ils changent, ils passent à un autre niveau. Peut-être des exemples? Bah, j'en ai un en tête, on a parlé, mais je vais pas le citer vu qu'il m'a pas donné l'autorisation. On en a parlé en off tout à l'heure. Et tu vois, on fait une séance. Et derrière, enfin, quand on s'est revu à Bordeaux récemment, il t'a dans le dos, il fait, en fait, Pierre, merci, on a fait un x2 suite à la séance derrière. Tu fais, ok, cool. Tu vois, Mais c'est par exemple, tu vois, des niveaux de réalité à aller chercher, des moi, j'ose pas prendre cette place. Ouais, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment être conscient de ce que je juge chez les concurrents, chez les partenaires et dans son équipe aussi. Et là, en fait, quand on va faire ça, notamment chez les concurrents, si on prend l'entrepreneur en question tout à l'heure, il s'empêchait de faire du marketing plus pushy. Pushy, ouais, exactement. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était important d'avoir une éthique. Donc, ok. Et là, on a regardé, c'est quoi eux? Bah, ils racontent des choses, mais ils savent pas si leurs clients vont obtenir les résultats. Du coup, on a regardé, donc lui il disait, bah moi j'ai une éthique et tout, donc je fais en sorte que les gens obtiennent les résultats. Ok, mais on a regardé toutes les fois où il n'avait pas eu des résultats avec les gens et que pourtant il pensait qu'il allait les obtenir. Et du coup, il a vu que, waouh, bah ok, moi aussi finalement, bah mon éthique, je l'ai en apparence, mais au fond, il y a des fois où j'arrive pas à la tenir en fait, tout simplement. Et il a vu tous les bénéfices que ça avait apporté, etc. Il s'est relâché par rapport à ça. Et donc, dans le futur, il a vu le why, en quoi, bah, des fois, être plus borderline allait attirer des gens et aider plus de gens sur du long terme. C'est intéressant. Ouais, c'est. Puis en plus, ça se trouve, enfin bon, là, c'était très notre discours, mais moi, je trouve que si tu fais du marketing agressif, mais sur un produit qui est bon, en fait, c'est éthique. Tu vois, avec Meryl, on dit souvent, on survend les compléments, mais parce qu'on est convaincu que c'est bon. Et en fait, c'est le plus éthique, c'est pour nous que les gens en prennent. Bah, exactement. Donc en fait, le plus éthique pour vous là qui nous écoutez, c'est qu'on vous bombarde de les compléments, c'est bien, les compléments, c'est bien, les compléments, c'est bien. Et que vous mettiez vraiment à l'action.
Exactement. Et pareil, nous, sur l'Académie de haute performance, en plus, j'ai commencé à l'époque à une époque où c'était la révélation et j'avais vraiment envie de changer et j'étais plus dans le jugement en mode eux, ils sont pas bons, moi, je suis bon. Ouais. Maintenant, je suis un peu plus libéré par rapport à ça, mais j'ai quand même un marketing qui est perçu par les autres préparateurs mentaux en France qui est de très agressif. Mais en fait, Alors, je trouve pas du tout, tu vois, par exemple. Ouais, bah pour les entrepreneurs, par contre, non, mais ça c'est, en fait, C'est le point de vue, quoi. c'est les coachs thérapeutes et eux, ils trouvent que c'est agressif. Ouais. Tu vois, mais les gens qui ont du mal à vivre de leur activité trouvent que c'est agressif, mais les entrepreneurs, bah eux, ils disent bon, bah, normal, tu vois, Ouais, classique. classique. Et du coup, en fait, mais moi, c'est ce que j'explique aux commerciaux et tout. Je dis, on doit être bon en vente parce que si on n'est pas bon en vente, les gens vont aller chez quelqu'un qui est moins bon que nous, en fait. Et ils vont pas progresser autant. Et ils vont pas progresser autant. Et je me rappelle d'un jeune Valentin qui maintenant c'est dingue, il a son truc Instagram, il commence à monter son business à côté pour aider des gens au niveau du foot. Et lui, quand on l'avait eu en... Valentin, comment? Attends, il est assez jeune, non? Ouais. Ok. Je l'ai coaché en nutrition. Valentin comment? Attends, on dit pas... ouais, on dira après, mais On offre. il vit dans l'ouest de la France. Oui. Oui, mais c'est bon, il y en a pas 36 Ok, 000. bah, il est passé par Mais l'Académie non. de haute performance et à l'époque, il avait vraiment hésité pour prendre le programme. Et en fait, je crois que c'est avec moi, j'avais dit franchement, parce qu'il il était étudiant, il avait juste 18 ans, il rentrait juste à la fac. Il rentrait juste à la fac, c'était en 2019. Ouais. En août 2019, je me rappelle, il rentrait juste à la fac. Et il hésite. Et je dis franchement, on est dans la même ville, je t'arnaquerai pas. Si jamais je te rembourserai s'il faut, mais mets l'argent sur la table. Fais-le et tu me remercieras plus tard. Et en effet, derrière, il a explosé. À la fac, il se fait des amis rapidement. Derrière, il a monté son truc et tout. Et tu te dis, mais hyper touchant. Et du coup, je me rappelle, il avait un petit peu bossé avec nous à un moment donné. Et il avait expliqué justement à nos commerciaux, bah ouais, si là, on n'avait pas forcé un petit peu la vente, bah derrière, il aurait jamais pris le programme et sa vie aurait tout le temps été dans sa timidité, etc., comme il était. Donc, le fait d'être pushy en vente, des fois, enfin, quand tu sais que tu peux vraiment aider. Bah, toi, c'est un peu comme toi dans tes appels. Des fois, tu dis, t'as l'impression que tu fais le commercial, mais c'est juste qu'en fait, j'ai profondément envie de t'aider. C'est ça. Donc, ouais, je sais que si t'appliques ça, ma méthode, bah, ça va marcher sur toi, tu vois, parce que ça fait 15 ans que tu t'en sors pas et qu'il est temps que passe à l'action. Et c'est dur, en fait. Il y a une phrase qui détruit tout, c'est du coup, on s'arrête là et tu vas continuer à faire ce que tu fais qui fonctionne pas. Et en fait, les gens, ils répondent, non, je vais changer. Tu vas changer quoi? Et en fait, on est là pour les aider. Des fois, bon, ça veut pas dire que tout le monde doit dire oui, tu vois, à chaque fois. Il y a d'autres réalités. Parfois, c'est pas le bon moment. Parfois, logistiquement, c'est pas possible. Mais quand quelqu'un dit non, mais je vais continuer à chercher de mon côté, je comprends pas. Non, en fait, c'est-à-dire que c'est des gens qui espèrent trop. Tu vois, ils sacralisent trop le truc. Je vais peut-être trouver enfin une méthode incroyable pour. Mais incroyable de Valentin. Gros big up, c'est un mec au top en plus. Ah, il est top. Ah, mais là, il fallait que tu précises et tout. Putain, je me dis. En plus, on a fini il y a quoi, 2-3 semaines. Ok. Donc, trop cool. Ok. Énorme, comme quoi le monde est petit. Ah oui, vraiment. Ouais, c'est un enfer. En off, vous l'avez pas vu, mais on s'est dit, ah, mais tu connais un tel, moi aussi. Ouais. C'est terrible. Excellent. Une question qu'on avait, c'était, tu sais, on nous dit qu'il faut aimer autant, voire plus, le chemin que l'objectif. Ouais. Pourquoi? Bah, encore une fois, l'objectif, une fois qu'il va être fini, l'objectif, bah, il restera quoi, tu vois, et alors que le chemin, il est infini. Donc, si on reste focalisé sur l'objectif, alors moi, j'ai pas trop de problème à dire, bah ouais, là, j'aime l'objectif, mais je suis aussi OK avec le prix à payer et aussi OK avec le chemin. Ouais. Et, tu vois, j'ai pas trop de problème avec ça. En revanche, je sais que de venir à fond que sur l'objectif, bah, le problème, c'est que si on est trop sur l'objectif et pas assez sur le chemin, là, c'est ce qui se passe avec plein de médailles olympiques, c'est que le jour où ils obtiennent leur objectif, bah, derrière, ils ont la dépression qui arrive. Parce qu'ils croyaient que le jour où j'aurais obtenu mon objectif, je serais plus heureux. Mais ils se rendent compte qu'il y a le prix à payer qui arrive qu'ils n'avaient pas vu. Et là, c'est pour ça qu'ils deviennent malheureux. En fait, il y a une étude qui a été sortie en 2021. C'était 24% des Olympiens sont en état de distress mental. Carrément. Ah oui. 1 sur 4, quoi. Moi, ça m'étonne pas du tout. Moi, quand j'étais à l'époque sportif de haut niveau, je pense que c'était le moment de ma vie où j'étais le plus mal dans ma peau. Okay. Donc, on a plein de sportifs de haut niveau qu'on accompagne qui sont mal dans leur peau. Et pourtant, les gens les voient comme des stars, des mecs qui sont solides, etc. Mais finalement, quand tu creuses, ils sont comme tout le monde. Et justement, il y en a certains qui se croient tellement pas bons dans d'autres domaines de vie qui vont compenser sur le sport de haut niveau.
Et donc, ils sont attachés à leur étiquette de je suis sportif. Ils veulent pas lâcher parce que c'est le jour où je lâche, je suis qui? Je suis face à ma propre réalité et je deviens quoi, ouais. Alors que quand tu prends, c'est ce qu'on dit aux athlètes, si tu te focalises sur qui tu es en train de devenir, du coup, nous, c'est vraiment notre créneau à l'Académie de Performance, c'est l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Donc, c'est pas le résultat, ok, il m'importe, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de devenir le meilleur possible. Ce qui m'intéresse, c'est juste de devenir le meilleur possible. Et le résultat est la conséquence de ça. Tu vois, le résultat, l'extérieur, c'est juste un effet, c'est pas une cause. La cause qui génère cet effet, c'est ton état d'être, c'est qui tu es. Et ça, tu pourras l'emmener loin avec toi, en fait. Le résultat, il y a un Covid qui passe, c'est fini, ton sport, tu le fais plus. Ouais, c'est vrai. Le résultat, tu as eu la médaille. Pour ceux qui ont fait les Jeux Olympiques, je suis sûr, tu croises la moitié des médailles olympiques aujourd'hui, tu sais même pas que c'est un médaillé olympique, alors que s'ils étaient médaillés en 2024. Ouais, déjà, rien que j'allais te dire, la moitié des médaillés français de 2024, en plus. Malheureusement, je m'en souviens déjà plus. Donc, tu peux pas te souvenir de tout le monde. C'est ça, dans leur microcosmos, ils sont connus pendant quelques années, mais en soi, ils sont peu connus. Donc, quand on leur fait prendre conscience de ça et qu'ils disent, OK, tu sais quoi, le résultat, je m'en sers juste comme un moyen du résultat d'évoluer. Donc, c'est l'inverse, en fait, qui se crée, c'est que je me mets pas au service du résultat, je travaille pas pour obtenir le résultat, je me sers du résultat pour grandir. Ouais, pour en être tant qu'être meilleur humain, pour être meilleur. Okay. Et ça, tu l'emmènes. En fait, limite, il y a que les footballeurs, et encore les top footballeurs, et quelques tennisman, quelques joueurs de MMA et tout, qui sont vraiment mondialement connus. Parce que c'est vrai que nous, quand on pense sport, moi je pense Ronaldo, Messi, mais en fait, rien que tu me demandes de citer 10 joueurs de rugby, malheureusement, je les ai pas, tu vois. Ouais. Et pourtant, c'est clair. je regarde des matchs, tu vois, et le rugby, je viens de Bordeaux, tu vois, donc, mais je peux pas te citer 10 joueurs actifs. Ouais. Arrête, parce que aussi déjà de base, tu regardes pas trop. Ouais, mais tu vois, même le effectivement, tennis. c'est moins médiatisé. Le tennis, depuis que c'est plus l'époque Roger et tout, là, tu me demandes de citer 10 joueurs qui jouent dans le top 100. J'ai Alcaraz, j'ai Tsitsipas, j'ai Zverev, j'ai l'Italien qui a un nom pas italien. Déjà, j'ai oublié, comment il s'appelle, Sinai. Enfin, tu vois, je les ai même pas. Donc, c'est vrai que on est vraiment biaisé par le top 1, du top 1, du top 1, du top 1, du top 1. Tu connais un joueur de badminton, par exemple? Non. Voilà. Non, mais c'est terrible. Ouais. Moi, à part les frères Lebrun, je connais personne au ping-pong. Ouais. C'est clair. Donc, sauf le chinois, là, qui était trop fort, le JO. Bah, tu vois, j'ai déjà oublié ce nom. Ouais. Donc, ouais, ok. Donc et même en tant qu'entrepreneur, si on se sert de notre objectif pour évoluer, bah, du coup, on ne devient pas esclave. Ouais. C'est qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu comprends, c'est une étape de plus au chemin final, ça. Quoi. Ouais. Ouais, en fait, et de se dire que dans tous les cas, qu'importe le résultat, tu as travaillé pour et que dans tous les cas, il faut te comparer avec toi-même et pas avec l'autre personne, en fait. Ouais, ça c'est clair. Moi, je me rappelle, c'est souvent quand il y a des athlètes qui reprennent, et moi j'avais déjà fonctionné à l'époque quand j'ai repris une année, c'est le sport, c'est l'objectif, c'est tu bats le toit de l'année dernière en fait à chaque fois. Tu bats le toit de l'ancienne compétition, tu te fais une compétition vers toi-même pour devenir meilleur. Ouais, qu'aujourd'hui, malheureusement, en fait, on se compare au numéro 1, au plus fort, etc. Et celui qu'on voit le plus. Mais tu sais pas par où il est passé, tu sais pas ce qu'il a fait comme entraînement. Exactement. Même nous, on le voit pas sa vie, dans l'entrepreneuriat, c'est que on voit que les meilleurs, on voit tout ce qui est beau, etc. Mais on ne sait pas par quoi il a commencé, on sait pas qui l'accompagne, combien il a payé pour faire ça. Et en fait, tu te rends compte et tu dis ah ouais, en fait, tu prends du recul, tu te dis ok, en fait, je suis peut-être pas si nul que ça. C'est juste qu'on se compare pas du même niveau, on se compare pas au même truc. Exactement. Ouais. Et un autre truc aussi que d'ailleurs, on t'avait posé la question en privé. En lisant ton livre, on avait l'impression, mais tu vas pouvoir expliquer. Ah oui, ok, je l'ai. Que on ne devait pas ressentir d'émotion, pas être trop enthousiaste, parce que justement, après, être trop enthousiaste, ça pouvait justement un peu te décevoir, etc. Comment tu peux expliquer ça aujourd'hui, un peu reprendre avec tes mots notre peur, notre crainte qui doit sûrement souvent arriver? Ouais, souvent les gens, quand ils font la dépolarisation, ils lisent sur la dépolarisation, ils vont dire ah ben j'ai plus d'émotion, quoi. En fait, faut rester mou. Et ben non, parce que l'enthousiasme, tu vois, la grinta, ça c'est bon d'avoir enthousiasme, c'est anthéo, c'est du étant dedans, quoi. T'as la grinta, t'as la niaque. Par contre, être euphorique, ça c'est différent. Genre, si t'es euphorique en mode ah, ça va être trop bien, machin, et tu vois que le trop bien, et il y a pas d'un peu d'appréhension, bah tu sais que t'es pas prêt, en fait. L'euphorie est un symptôme qui t'indique que t'es pas prêt. Donc là, quand tu vois que t'es trop euphorique, mais tu vois pas du tout d'inconvénients, en mode tu vois que des bénéfices mais pas que des inconvénients, bah là c'est important, enfin selon moi ce que je pense, c'est important de se recadrer et de se dire ok, là enfin c'est comme un business finalement, une opportunité que t'as où t'as que les bénéfices. C'est vraiment, tu dis il y a un truc qui sniffe là, et du coup tu notes tous les inconvénients et là tu fais waouh, j'avais pas eu ça, et d'un seul coup paf, ça te recentre et là tu dis ok, j'y vais ou j'y vais pas, mais
Si tu te dis, j'y vais pas, si tu dis, en fait, non, je me suis planté, j'avais pas vu un truc et finalement, le prix à payer, je suis pas prêt et je prends autre chose. Mais par contre, si c'est j'y vais, bah, t'as encore l'excitation de tout donner qui est là. Ouais. Tu vois, moi, genre, c'est par rapport à mes objectifs, justement, sur le pro, bah, je suis trop content. J'ai l'excitation qui est là, j'ai la grinta qui est là. Et je suis content. Par contre, je suis pas euphorique. Je sais que ça va être dur. Je sais qu'il y a un prix à payer. Ouais, ok. Moi, ça, ce truc de trop euphorique, en fait, c'est redescendre un peu parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Et si t'as une déception, là, tu vas vraiment tomber très, très bas. Ouais. C'est vrai, ça, c'est un truc de plus en plus qu'on se met, nous, à faire, à pas être trop dans l'euphorie parce qu'en fait, tu sais pas ce qui arrive derrière. Et moi, j'ai fait pendant plusieurs années du volley à assez haut niveau. Yes. Et je voyais aussi, mais même les coachs, des fois, ils disaient, c'est genre, calmez-vous, vous êtes trop excités, genre, tu sais pas ce qui va se passer. Et même toi, tu te dis, ok, peut-être que sur le papier, on est plus forte qu'elle, sur le match, mais en fait, tu sais pas, ça peut en fait, un match dépend d'énormément de C'est choses. clair. Ça se trouve, toi, t'es euphorique, mais t'as mal dormi la nuit. Et malheureusement, c'était le cas de beaucoup de mes coéquipières qui, étaient bonnes sur le terrain, mais qui avaient une hygiène de vie pourrie. Ouais. Ce qui fait que, tu peux te blesser si t'es trop à fond. Enfin, si tu réalises pas que t'as pas assez bien dormi ou quoi, tu vois. Et là, c'est là que tu te dis, ok, redescends d'un étage. Dis-toi que en face, elles ont aussi la niaque et qu'elles vont peut-être tout donner. Et que même si sur le papier, t'es meilleur, ça veut rien dire. Et que à trop penser que t'es meilleur, tu peux aussi te planter complètement, quoi. Ah bah exactement, ouais. Et ça, c'est marrant. J'ai un exemple là-dessus sur les JO de Tokyo où j'ai une athlète qui, bref, elle gagne les tours de poule en aviron. Et donc, elles sont premières. Mais je comprends pas. Genre, elle me dit, tiens, Pierre, j'aimerais bien qu'on se parle. Je dis, bon, c'est bizarre. Du coup, bref, j'allume l'ordi, on fait une petite visio. Et je me rappelle, je regarde ses yeux, tu vois, elle était, ah, c'est trop bien et tout, on a fait première et tout, elle était trop contente. Et je regarde ses yeux, dans ma tête, et je me dis, putain, elle est pas dedans. Et du coup, elle te dit, c'est quand même, il y a juste une demi-finale qui arrive, donc tu fais, bon, ok. Je peux te poser une question qui va te challenger? Bah ouais, c'est pour ça que je t'appelle. C'est quoi les inconvénients pour toi d'avoir fait première au tour de poule? Il me fait, bah là, personne ne va passer. Il réagit comment le staff? Ah, tout le monde est content et tout, ça fait des années que c'est pas arrivé. Ok, donc c'est quoi les inconvénients pour toi d'avoir fait première? Ah bah là, on n'a pas revu les vidéos, on n'a pas fait ceci, cela. C'est quoi les bénéfices pour tes concurrents d'avoir fait deuxième? La Maria fait, ah, ils doivent avoir trop les crocs, ils doivent tout remettre en question, ils doivent avoir faim, quoi. Et là je vois son regard, c'est la pupille qui se dilate, qui se contracte. Et je crois que ça a duré 7 minutes. Elle fait, ok, bah c'est bon, je sais pourquoi on devait se parler. Et là, je vois, tu sais, l'euphorie arrêter en mode le regard du tueur qui revient en mode, ok, là on va taffer, tu vois. Ouais. Et donc, le recadrage en regardant, ok, c'est quoi les inconvénients? Ouais, c'est fou, hein, de toujours regarder un peu l'opposé, ça te permet vraiment de te remettre sur le droit chemin. Quand j'étais petit, je faisais des tournois d'échecs. Ok. Entre 8 et 10 ans. Et les tournois d'échecs, c'est vraiment, je trouve, très, très particulier parce que tu commences à une table, genre la table 50, tu vois, il y a 100 tables. Et plus tu gagnes, plus tu montes en table. Et les têtes de série sont table 1, 2, 3, 4. Et en fait, tu sais que quand tu gagnes, bah, calme-toi parce qu'après, tu commences table 50, puis 30, puis 20. Puis plus tu gagnes, plus tu sais que tu vas te prendre un mur, tu vois. Et dans tous mes tournois, la première partie, je l'ai toujours gagnée. Et arrivé à la 4e, tu savais qu'il y avait un moment un mur parce que tu sais, d'un coup, tu te tapais un gros. Et à chaque fois, je me rappelle parce que mon père venait à tous les tournois. Et je lui disais, papa, 1 sur 2, 2 sur 2, 3 sur 3, 3 sur 4. Et tu savais, au fond, tu vois, t'avais ce prix à payer de plus tu gagnes, plus tu montes. Du coup, tu perds, tu redescends, t'atomises le mec derrière parce que du coup, le niveau est flagrant, tu repars et tu te rebouffes le mur, quoi. C'est quoi, tu pensais que ça te mettait trop de pression ou juste. Non, mais c'est qu'il y en a, je me rappelle, ils gagnaient. Tu sais, quand tu gagnes, t'arrêtes la pendule, tu serres la main, tu vois l'arbitre. Ouais. Et t'en as, et t'es en mode, ouais. Je te dis, mais t'as tapé le numéro 10, tu as tapé le numéro 2, là. Ouais, donc, doucement parce que le niveau monte. Ouais. Et c'est vrai que les gens qui étaient euphoriques ou, tu sentais que ouais. même s'ils arrivent, ils font que bouger sur leur table et tout. Mec, c'est les échecs, là. Tu redescends, calme, pas de bruit. Ouais, même le cerveau, je pense qu'il est beaucoup moins concentré, du coup. Ah bah ouais. Tu te mets pas en mode compétition ou quoi, à pas te concentrer. Ouais. Et pour des petites dernières questions avant notre petit fameux jeu, le oui-non. T'as beaucoup parlé de prépa mentale aussi pour le business. Toi, tu penses qu'en fait, finalement, le scaling, donc le fait de faire croître son entreprise, parfois, c'est pas tant une méconnaissance des techniques marketing, ou c'est plus dans la tête du dirigeant que ça bloque, quoi. Ouais, comme si tout le monde savait sur quoi il fallait appuyer, mais qu'on n'osait pas appuyer comme ça. Ouais, je pense de plus en plus j'avance moi à titre perso déjà en tant qu'entrepreneur, plus je vois que chaque palier qu'on a dans la boîte, c'est parce que moi, il y a un truc que j'ai pas vu chez moi. Oh. Et du coup, ça peut être vraiment la technique que je connais pas, mais j'y accède pas parce que j'ai pas le mindset pour y accéder.
Et bizarrement, ça se trouve, je fais justement la dépolarisation, je fais le collapse, et d'un seul coup, bam, ah oui, bah oui, en effet, il y a ça que je peux mettre en place et je pensais pas le mettre en place. Ou alors, il y a des choses qui, au fond de nous, avec l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, on sait qu'on aimerait le faire ou qu'on pourrait le faire ou qu'on devrait le faire, mais on s'autorise pas à le faire. Et donc là, tu fais la dépolarisation, tu as l'autorisation, et derrière, vu qu'on se donne l'autorisation inconsciemment, le corps passe à l'action. Parce que tant qu'on n'a pas l'autorisation, le corps, il bloque, il passe pas à l'action. Ah oui. Ouais. Toi, tu le fais tout seul? Ouais, alors soit je le fais tout seul, c'est marrant, je voulais en faire une dans le métro tout à l'heure et j'ai pas pris le temps, mais quand c'est trop dur, je demande un coach de mon équipe. Ouais. Quand je vois que tout seul, j'ai galéré, ça me demande trop d'énergie, c'est trop dense en termes d'énergie, je demande à quelqu'un de mon équipe. Ouais. Ils vont pas être 20 minutes, pas être le cordonnier le moins bien chaussé. Ouais, c'est ça, mais j'en fais quand même assez souvent. Autant que les sportifs, une fois que c'est libéré, et il est premier, et après, il s'habitue à être premier. Autant l'entrepreneur, tu as des niveaux de complexité à chaque fois qui sont différents. Donc, le chemin, il continue. Et c'est pour ça que je trouve que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un super outil justement de développement personnel, de mieux se connaître, de mieux apprendre à s'aimer comme on est. Ouais, c'est une façon de se développer soi-même, le business, de toute façon. Ouais, moi, c'est l'outil, mon outil préféré, c'est l'entrepreneuriat pour me développer. D'ailleurs, c'est vraiment, je trouve, un secteur où tu as le principe d'effet cumulé, il est terrible. C'est-à-dire que la première année, tu bombardes, il se passe rien. Ouais. Et 5 ans après, c'est pas que tu as arrêté de bosser, mais t'en fais moins que la première année, mais les résultats sont x5. Ah, c'est ouf. Et tu vois, nous, là, aujourd'hui, allez, on est 8 octobre, là, quand on tourne, donc dans 2 semaines, le podcast Corps Esprit, il a 1 an. Ok. Et tu vois, franchement, c'est con, mais cet épisode va mieux fonctionner que les 10 premiers. Bah ouais. Et tu te dis, en fait, quelque part, il y a ce soulagement aussi de te dire, pas le plus dur derrière moi, c'est pas vrai. Mais j'ai pas bossé pour rien. Enfin, faut s'accrocher, quoi. Ouais, faut s'accrocher. Le momentum. Moi, j'ai un de mes mentors qui me parlait souvent de momentum. Il disait, Pierre, le plus dur, c'est de lancer le momentum. Et je comprenais, mais tu sais, j'ai du mal à comprendre. Enfin, je comprenais intellectuellement, mais là aussi, c'est bon, j'ai compris. Tu vois, tu sens qu'à un moment donné, ça y est, c'est parti, quoi. L'énergie, elle est partie, et après, la boule de neige, elle prend, quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est super ce principe d'effet cumulé parce que c'est aussi rassurant, tu vois. Ouais. Même tu connais 1, 2, 3, 4 personnes et en fait après t'en connais 20 en 2 jours. Ouais, c'est clair. Et tu mets du temps à rentrer dans un cercle, une fois que tu rentres dans le cercle, tu te rends compte que regarde là, le monde est tout petit. Ça, c'est dingue, ouais. On connaît trop de gens en commun. Improbable qu'on se soit jamais croisés avant en fait. Bon, on a un petit jeu. Ah. Du coup, on te pose une question, faut que tu répondes par oui ou par non. Ok. T'as droit à un joker. Là. Ouais, faut que ça fuse. J'ai droit qu'à un joker. Ouais, t'as droit qu'à un joker. Et après, tu pourras te justifier sur des questions, ok? T'inquiète pas, elles sont ok. Veux-tu commencer? Allez, je commence. Le mental est plus important que le physique. Ouais, je dirais oui, du coup. J'ai pressé ma paragraphe. Mentalement, l'être humain est faible. Non. Être euphorique nous rend vulnérables. Oui. Les méthodes de préparation mentale actuelles sont has-been. Oui. Seuls les athlètes de haut niveau doivent être préparés mentalement. Non. Connaître le prix à payer est essentiel. Oui. Trouver les inconvénients de chaque situation positive permet de nous rendre plus résilients. Ah oui, oui. Ce que nous percevons comme bien peut être négatif pour les autres. Oui. Il n'y a pas de définition de bien ou mal, c'est qu'une question de perception. Oui. Le travail de préparation mentale se fait sur toute une vie. Ah, Joker, pas forcément. Je vais utiliser maintenant. Penses-tu qu'en accompagnant tous les sportifs français, la France raflerait toutes les médailles? Non, il y a les autres aussi. La visualisation aide à nous rendre meilleurs. Non. Si tu cherches la victoire, tu réussis forcément. Ah, non plus. Faut-il ne plus avoir d'émotion pour réussir la préparation mentale? Non. Bien. Alors, Joker. Revenons sur le Joker. C'était lequel? C'était la préparation mentale toute une vie. Ah oui. Pourquoi? Parce que encore une fois, je projette mes valeurs. Tu vois, il y a plein d'athlètes qui n'ont jamais fait de préparation mentale et ils obtiennent leur objectif. Alors après, je serais curieux de voir leur état interne. Il y a plein de gens qui sont... Ouais, en fait, c'est ça. Il y a plein de gens. Moi, j'ai des potes qui vont boire un coup au bar, qui se posent pas les questions que je me pose. Ils sont très heureux. Donc, faudrait préparation mentale essentielle toute une vie. C'est quoi l'objectif de tout ça, quoi? C'est là où je mettrai une nuance. Pour moi, oui, ce sera toute ma vie parce que peut-être que je changerai d'avis dans 10 ans et j'en aurai marre. Mais parce que je vois en quoi ça me fait évoluer, c'est important pour moi d'évoluer. Mais pour certains qui
qui se prennent pas la tête aujourd'hui, qu'on n'ont jamais fait, ils boivent un coup, ils font leur métier, ils ont leur famille et tout, et ça leur va très bien. Moi, pas forcément. C'est là où je mettrais le joker. Ok. Et toi, tu penses pas que si tu préparais tous les athlètes français, on pourrait être meilleur? Ah bah on pourrait être meilleur, mais rafler toutes les médailles, je sais Bah où ce si, vous raflez C'est toutes que les médailles. rafler toutes les médailles. C'est là où j'ai dit le non, du coup. Ouais. C'est pour le rafler toutes les médailles. Mais oui, en effet, si on accompagnait tous les athlètes, je pense qu'il y aurait non seulement des athlètes qui performaient mieux, mais surtout qui seraient mieux dans leur basket. Et je pense que, par exemple, on a du retard par rapport aux US, tout ce qui est préparation mentale, ou même à d'autres pays. Je pense toujours aux US, mais Je connais pas assez. En revanche, ce que je peux voir, c'est qu'on a dans le retard dans le sens où c'est pas encore très bien accepté. Là, ça commence un peu plus depuis quand même Paris. Mais tu vois, il y a encore une charge de je vais pas aller voir un préparateur mental, c'est faible. Mm. Tu vas me faire accompagner mentalement, c'est faible. Moi, je sais quand j'ai commencé la préparation mentale en 2009 ou 10 sur moi, j'ai dit à personne pendant des années quand je faisais en dehors du club. Parce que je me disais, la honte. Mon entraîneur, il me disait, mais t'as pas besoin de ça, t'as juste à lui casser la buckle, tu vois, c'est de la boxe, t'as pas besoin de ça, juste tu montes sur le ring. ah ouais, tu alors, tapes, le prépa à l'ancienne, quoi. tu vois, et c'était son point de vue, et dans un sens, ouais, pourquoi pas. Mais par contre, pour moi, j'ai quand même des charges à enlever, quoi. Mais j'avais mis des années, je crois que la première fois que je l'ai dit, c'était devant un webinaire, tu vois. Ouais. Donc, C'est vrai que on a, mais que ce soit pour la préparation mentale ou même le coaching, il y a des gens qui ont honte de dire je me fais accompagner, C'est même ça. pour tout. ouais. Alors que les meilleurs se font accompagner Bah aussi. Ronaldo a des coachs, tu vois. Même Ouais, les c'est meilleurs ça. entrepreneurs, les meilleurs businessmen, enfin, eux aussi, ils ont eu des coachs Ouais, des business, des mentors, machins, c'est des clair. C'est un mentors. problème d'ego, en fait, parce que Ouais. tu te dis, je sais pas, Bill Gates, il a forcément des gens qui l'accompagnent, et toi, t'es qui pour dire j'ai besoin de personne? C'est clair. Tu te prends pour qui, en fait, putain? Et puis c'est un gain de temps en fait. Bah oui. Si tu gagnes un temps, c'est ok. Là, je vois que j'ai un truc que j'arrive pas à régler dans mon entreprise. Je suis en train de forcer comme un bourrin et ça avance pas. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui a les compétences qui sait où est-ce que ça bloque. Et tu vois, par contre, je trouve que c'est la même chose finalement. Pourquoi on va prendre quelqu'un qui sait nous donner des conseils en marketing et pas quelqu'un qui sait nous donner des conseils sur comment l'être humain fonctionne et qu'est-ce qui fait que tu crées un blocage. Mm. Ouais. C'est rigolo en fait. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que si on change d'angle de vue, c'est la même chose, juste un blocage. Un blocage ou un truc qu'on sait pas faire. Tu penses que tu arrives aussi à ce stade de maturité et de compréhension parce qu'il y a aussi, tu sais, ça met du temps à mettre en place, ou tu penses qu'à 20 ans, tu peux tout apprendre à un mec comme ça et le libérer très tôt? Alors, du coup, on a eu des jeunes très matures comme Valentin, j'en pense un autre en tête, Noah, ouais, qui a 15 ans, hyper mature, le gamin, il a vraiment trop bien compris le truc et tout. Et même du coup, sa mère a fait des séminaires et a dit non, mais il a même coaché une de mes collègues qui était en divorce et tout. Tu vois, tu dis, le gamin, et là, il est parti aux US en sport-études. Tu vois, il a eu une bourse pour faire du foot là-bas. Donc, plus les gens apprennent ça tôt, mieux c'est. Enfin, mieux c'est, plus ça va vite. En revanche, ce qu'on peut voir au niveau du sport, c'est que très souvent, les gens qui performent ne ressentent pas le besoin parce que, genre, jusqu'à 20, 25 ans, juste le physique, juste la force physique, ça suffit à compenser. Pour ceux qui sont quand même vraiment focus sur l'objectif. Et voilà, ils y pensent pas trop à ça. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une génération d'athlètes aussi où d'un seul coup, le gars, il a tout gagné jusqu'à 25 ans, ou alors il a très bien performé. Et à un moment donné, il voit que techniquement, il est au top, tactiquement, il est au top, physiquement, il est au top. Là, par contre, ok, je vais peut-être essayer la partie invisible. Ah oui, la partie invisible, la fameuse. Même si dans la logique, moi, ce que je conseillerais, c'est d'abord on fait l'invisible et ensuite on fait le visible. C'est d'abord on débloque tout ce qui est débloqué et ensuite on va optimiser. C'est sûr. Et celui de 15 ans, il avait conscience qu'il y avait un problème ou juste il s'est dit j'ai envie de progresser, donc je veux voir. Oui, il a conscience qu'il faisait tout bien, mais que mince, des fois je me laisse le ballon, je tire pas alors que je devrais tirer et je la passe. Ah oui, parce qu'il faut s'autoriser à tirer, parce que quand t'es au foot, t'as tout le monde qui te dit passe, il avoir le courage de te dire non, laisse-moi frapper, c'est pas facile. Ouais, exactement. Bah là, forcément, quand c'est important pour soi d'être altruiste, j'ai pas envie d'être égoïste sur le terrain, et donc j'ai passé la balle au lieu de la tirer, alors que mon intuition me disait tirer, là, hop, je passe. Ouais, j'ai un pote qui était footballeur quand on était en 3e, à un bon niveau, tu vois, au Girondins de Bordeaux, et il disait mais on n'entend pas ce qu'il se dit sur un terrain, tu vois, quand t'es au stade et tout, mais tu te fais hurler dessus par l'entraîneur, le staff et tes propres joueurs. Même quand tu fais un truc bien, et que t'as le ballon, c'est pas tire, vas-y vite. En fait, c'est hyper anxiogène d'être sur un terrain de foot. Hein. Parce que t'as 10 000 infos. À retenir.
Ouais, alors tu vois, ça, tu te rends pas compte. Tu te dis, vas-y, c'est cool. Et je pense que quand t'as deux attaquants, t'en as un, il rate 2-3 tirs, il se fait insulter. La confiance après, tu vois, de l'autre qui se dit, Ouais. j'ose plus tirer, je fais que les rater. Alors, quand tu rentres sur un stade où t'as 30 000 personnes, t'as une impression. Ah bah oui. C'est là où on se rend compte la pression d'un penalty en finale de Coupe du Monde, tu vois. Voilà. C'est Tout clair. le monde qui te regarde en mode est-ce que tu vas le marquer? Si tu le marques pas, mon gars. Tu sais que tu peux être le héros ou l'autre côté. Il y avait 1 milliard de téléspectateurs. 1 milliard. Pendant quoi, Ouais, l'Euro? en finale de coupe, sur la finale de Coupe du Monde. Wow. Ah ouais. Après, c'est le foot, tu vois. Ouais. 1 milliard. Putain, wow. Tu sais que si tu te trompes ou si tu réussis, putain, c'est 1 milliard, quoi. T'as 25 millions de Français qui ont vu la finale de la Coupe du Monde en direct. Ok. Tu te dis, t'enlèves les petits qui nous s'en fichent, les personnes âgées qui regardent pas la télé, ceux qui sont pas intéressés par le foot. Tous ceux qui aiment un peu le foot ont regardé la finale, quoi. Ouais. Ah, c'est ouf. C'est Donc, énorme. donc Même là, voilà. pendant les JO, je crois qu'il y a eu beaucoup de téléspectateurs, non? Par rapport aux oui, autres. oui, c'est Ouais, je crois aussi. Mais Léon Marchand, sa victoire, c'est la 3e plus grosse audience française depuis 2000. Wow. C'est dingue, hein. Mm. il a plongé, il s'est dit, waouh, je suis connu en fait. Ouais. D'ailleurs, il avait dit, maintenant je me rends compte que je peux plus aller au restaurant. Ah ouais, bah ouais, Bah, l'inconvénient, avec prêt à ouais. payer. Et Ça. avec le recul, on Ah a ouais. des vidéos après de lui. Ouais. Mais d'avant, en fait, il était super connu dans le monde de la natation. Mais Ok. c'est nous, on Il a connaissait gagné pas. les championnats du monde l'année d'avant. Ok. Mais c'est juste que on n'entend pas trop parler peut-être en France ou dans le monde en Là, général. c'est les JO en France et les Français. Ouais, Donc le là, il est médiatique, connu. Ouais. Il Donc, peut plus aller au restaurant. Exactement. Ça se trouve, t'as des joueurs d'escrime qui étaient super bons aussi, mais Ouais. ils sont connus dans leur discipline, comme tu disais. En tout cas, très Excellent. cool. Très, très bel épisode. Est-ce que Ouais. tu aurais un petit mot de la fin? À Un part mot de leur la dire de fin s'abonner. sur vous avez un sujet particulier sur le mot Bah, de est-ce la qu'il y a fin un truc dont tu aurais aimé parler, qu'on n'a pas abordé ou on a Ah, fait... on a fait un bon tour là. Ouais. On a fait un bon tour. On a fait un bon tour. Bah écoute, merci beaucoup. Nous, ce qu'on aime bien dire aux invités, c'est rendez-vous dans 5 ans pour une V2. Donc, Ouais, 5 ans, clairement. c'est un peu lointain, du coup, alors qu'il y en a plein de sujets abordés. Merci Pierre d'être venu. On mettra Ouais. tous tes liens en description. Cool. Tu nous Avec enverras lesquels tu veux ouais. et puis on les mettra. Franchement, prenez ces livres. On les a Ouais. lus, ils sont. Ils Top. se lisent très facilement. Ouais, ils se lisent très facilement Ouais. et on a envie d'y retourner. Donc bravo à toi. Merci. Merci à la capsule qui nous accueille et merci à Nutripreneur, notre petit bébé qui sponsorise le podcast. Prenez soin de vous, pensez aussi à vos abonnés, c'est important pour soutenir la chaîne, c'est comme ça qu'on a des personnes comme Pierre qui viennent Ouais. dans notre épisode. Et puis à la prochaine. À bientôt.